Donc, je disais tout à l'heure, voilà, donc dans les profondeurs à partir de 2000 mètres à 3500 mètres, la force de corps est entraînée uniquement que par la pression. Et la pression exercée par les eaux chaudes qui descendent dans les profondeurs, euh, pour pousser les autres eaux. Voyez un peu. Voilà. Donc, maintenant, en dessous, la couche de Ekman est entraînée ou provoquée uniquement par les frottements. Donc, voici. Et donc, une équation écrite pour chacun des niveaux. Ici, c'est UGC, alors UG plus. C'est l'équation qui est là. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de tout ça. Bien, donc, on va déterminer la salinité. On a parlé de salinité, de température. Comment est-ce que la salinité, on en est arrivé à déterminer la salinité? Quand je regarde, la salinité est la quantité totale. Tu peux lire, vas-y, lis pour que je puisse. La salinité est la quantité totale des résidus solides en grammes contenus dans 1 kg d'eau de mer. Cette notion implique d'additionner la concentration pondérale des ions majeurs pour obtenir la salinité d'1 kg d'eau de mer, sous condition de l'oxydation totale de toute la matière organique. Dans ce cas, les carbonates sont transformés en oxyde et le brom, puis ioïdes sont remplacés par le chlore. L'iode sont remplacés par le chlore. Ok. Donc, on dit la salinité n'est rien d'autre que la quantité totale de résidus solides en grammes contenus dans 1 kg d'eau de mer. Tout simplement. Ça, c'est la salinité. Donc, quand on dit solide, quels sont ces solides? On va en parler tout à l'heure. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, quand on dit solide, ce n'est pas les morceaux de bois, les cailloux, non, ce n'est pas ça. Mais ce sont des solides chimiques, ce sont les éléments chimiques qui constituent cette salinité. Alors, qu'est-ce qui constitue la salinité? Ce sont les ions majeurs des eaux océaniques. Lecture. Les ions majeurs contenus dans les eaux océaniques appartiennent aux familles des alcalins, alcalino-téreux, métaux de transition et les métaux lourds. La salinité diffère d'une zone océanique à une autre. Cependant, les proportions restent les mêmes d'un océan à l'autre selon la loi de William Dittmar, 1884. On parle de constituants conservatifs. Les ions majeurs de l'eau de mer sont confinés dans le tableau suivant. Le tableau suivant. Bien. On a ceci. Voici les ions majeurs qui constituent la salinité de l'eau de mer. Ils sont classés
dans l'ordre décroissant. Donc, des plus grands aux plus petits, c'est en masse. D'accord? Alors, quels sont ces ions? Kofivi, si tu vois, tu peux nous aider à lire un tout petit peu. Et bien sûr, les ions dominants ou primaires dans l'eau de mer, dans l'ordre décroissant, l'important, ils sont Na+, Cl-, Mg2+, SO4 2-, Ca2+, K+, Br, C, CO2 et carbonate, Sr et P. Ces ions dominants dans l'eau de mer, plus particulièrement les halogénures, sont des outils de la détermination de la salinité, d'où la notion de chlorinité. Chlorinité. D'accord. Donc, voici les éléments qui constituent la salinité de l'eau de mer. Donc, quand on entend salinité, on pense tout de suite à sel. Non, le sel, chimiquement, c'est le NaCl. D'accord? Le chlorure de sodium. Mais la salinité de l'eau de mer, ce n'est pas uniquement que le chlorure, le chlore et le sodium. Il y a le chlore, il y a le sodium, il y a le magnésium, il y a le calcium, le potassium, le strontium, le bore, les sulfates, et ainsi de suite. Voici tous les éléments. Et si vous avez fait un peu de chimie, on a la famille des halogènes. Donc, la salinité de l'eau de mer est essentiellement, je veux dire en grande partie, par la famille des halogènes, qui sont le fluor, le brom, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Bon, voilà, le chlore, fluor, brom, chlore. Il y a l'iode aussi, on devait pouvoir trouver par il y a une très faible quantité, mais l'iode aussi s'y trouve. Et puis, à côté de cela, maintenant, on a les alcalinotéreux, comme le magnésium, le calcium, le potassium. Et puis, on a la famille du carbone, du soufre et le carbonate de sulfate. D'accord? Mais c'est essentiellement les halogènes et les alcalinotéreux. C'est essentiellement eux qui constituent la salinité. OK? Voilà. Une petite question, si vous permettez. Oui, vas-y, vas-y. Donc, comme vous l'avez dit, salinité, ça fait référence au sel. Donc, ok, donc je vois, ok, ça peut aller puisque nous avons le sel, c'est NaCl-. Donc, on a déjà 19 300 D'accord. Oui. en Mais, chlorure et puis, d'accord. Mais je précise que quand on parle de salinité, on pense au sel. Mais ce n'est pas uniquement que le sel. Parce que sur le plan chimique, le sel, c'est NaCl. D'accord? Le chlorure de sodium. Alors que la salinité de l'eau de mer est constituée de sodium, de chlore, mais de magnésium, de calcium, de potassium, comme indique le tableau. C'est tous ces éléments-là qui ont constitué la salinité. En masse, alors l'élément majeur, c'est le sodium. 10,77 grammes par kilogramme d'eau de mer. Magnésium, 1,9. Le calcium, 0,43. Et ainsi de suite. Maintenant, le chlore, il en a combien? 19,354. D'accord? Donc, quand on regarde qui est l'élément majeur, c'est bien le chlore. Voilà. Donc, 19,354 pour à peu près peut-être près de 50%. Et puis, le second élément, c'est le sodium. C'est la raison pour laquelle l'eau de mer est salée. Parce que les deux vont s'associer. Une fois ils se lient, donc le goût salé. Mais à côté d'eux, il y a tous ces éléments-là qui cohabitent avec. Donc, voici la toute ce qu'on peut partager. Oui. On peut mesurer les caractérisations des eaux salines. Mais si on voit qu'on met l'accent principalement sur la
portion explosion du tableau des mers. C'est ça. Comme vous êtes dans la définition de mer. Je veux savoir si la mer fait partie des eaux océaniques. Oui. Bah, une mer est une eau océanique. Une mer est juste un petit océan. C'est tout. Donc, lorsqu'on est en train de parler, on peut utiliser de façon indifférenciée le terme de mer. Dans ce cas, il faut voir, on peut par exemple dire, bon, la mer, celle qui est en face d'Abidjan, on fait abstraction de leur taille. Voilà, c'est tout. Mais dans le sens stricto sensus, un océan est largement plus grand qu'une mer. Mais quand on veut parler de composition, on peut dire l'eau de mer. C'est pas océan. Oui, voilà. Bon, l'océan, le terme océan fait référence, voilà, aux étendues. Sinon, quand on veut parler de tout cet espace d'eau, de l'eau de mer, ça passe, ça pose pas de problème. Voilà. Bien, donc on va continuer. Alors, la chlorinité. Du coup, si le chlore est l'élément majeur de la salinité, c'est qu'on peut définir la salinité en fonction de la chlorinité. C'est ce que la communauté scientifique a fait au départ. Donc, la chlorinité, c'est la masse en grammes des ions halogénures en équivalent chlorure contenu dans 1 kg d'eau de mer. Donc, l'unité de chlorinité, c'est le promille ou gramme par kilogramme, très simplement. Et au niveau de la chlorinité, l'UNESCO, en 1969, a réussi à écrire une équation 1,8655 multiplié par la concentration des ions chlorure donnait la salinité d'un échantillon de mer. Et puis de là, on est arrivé à la salinité pratique, qui, elle, a été faite, puisque ça, c'était plus ou moins problématique, puisque si 3 à 4 personnes vont faire des échantillonnages, elles ne feront pas l'échantillonnage de la même façon. Or, en fonction du type d'échantillonnage, ça pouvait biaiser. Vous voyez un peu. Si la concentration de chlore est différente, ça va donner une salinité différente. Du coup, il fallait déterminer une salinité pratique qui, elle, tient compte de la conductivité des éléments. Donc, la salinité pratique d'un échantillon d'eau de mer est le rapport K de la conductivité électrique à celle d'une solution de chlorure de potassium, dans laquelle la fraction de masse de KCl est égale à 0,0324-356 à 15 degrés et à la pression atmosphérique normale. Elle est donc sans unité et K est égal à 1, signifie que la salinité est égale à 35. Et voici l'équation qui permet de déterminer la salinité. Donc ça, c'est un modèle. C'est un modèle, cette équation. Donc c'est ce modèle-là qu'on va mettre dans les appareils. Les appareils vont faire tourner et on va déterminer la salinité. Comme on parle d'appareils, voici des outils. Voici quelques outils. Sur la droite, on a un multimètre portable qui mesure le pH, la conductivité et la salinité. Donc ça, c'est la sonde. Voilà. On introduit la sonde dans la masse d'eau qu'on veut mesurer et on sélectionne des fonctions pour mesurer le pH, la conductivité et la salinité. Et ça, c'est pour les eaux en surface. Vous ne pouvez pas aller en profondeur avec ça. Donc, pour aller dans les profondeurs, c'est l'appareil, le dispositif de gauche. Voilà, ce dispositif, on le descend, c'est ce que j'ai dit, CTD. D'accord. Donc, et il y a des EDCP là-dessus. C'est des EDCP ici. Lui, il mesure plusieurs paramètres, la bâtie, donc la profondeur, le CTD, il va mesurer aussi la température, la salinité, tout ça. Mais ce dispositif permet de faire toutes ces mesures-là en profondeur. Selon la capacité des appareils et la longueur du câble qui le tient, on peut aller jusqu'à 1000, 2000 mètres, 3000, 4000 mètres, ça dépend de la longueur.
Donc, voici quelques outils qui permettent de mesurer la salinité, la température, la conductivité. D'accord? Bien, donc, on a une série de travaux dirigés, OK, que vous allez préparer. Vous allez traiter ça. On va travailler là-dessus à la séance prochaine. OK? Je crois que ça doit se trouver sur notre plateforme en activité. Voilà. Donc, vous préparez ça le jeudi. On va commencer par ça. Olivier, tu nous as suivis? Oui, oui, très bien. OK, d'accord. Donc, vous préparez le TD pour le jeudi prochain. Alors, donc, on a 2 fiches, je crois, 2, 3. Voilà, il y en a 3 fiches. Donc, pour les préparer. Si vous travaillez véritablement ça, ça va vous donner très, très, très bonnes informations. Okay? Bien, donc je m'arrête. On a fini la caractérisation physique. On va passer à la caractérisation chimique. Mais avant, je m'arrête pour vous laisser poser une ou deux questions. Et puis, on va continuer. Oui, Yami. Si j'ai bien compris, la caractérisation physique de l'eau, c'est essentiellement sa salinité. Non, pas on peut ajouter. La salinité et la température. température. Voilà, c'est la composition physique. Voilà. Maintenant, la conductivité découle de la salinité. En fait, la conductivité, c'est quoi? C'est le comportement électrique d'une masse d'eau, dû aux ions qu'on a vu, le Mg+, tout ça, tout. Donc, cela, si on en met un courant dans l'eau, on permet, ils vont laisser passer le courant. Donc, cette capacité-là, c'est la conductivité. C'est tout, mais c'est parce qu'il y a ces ions-là dans l'eau. Il n'y a pas ces ions, ce n'est pas évident. Donc, la conductivité est une conséquence de la salinité. Voilà, de la salinité. D'accord? Bien. Olivier, tu as une question? Non, pas vraiment, ça peut aller. Ok. Et ça va, hein? Tu nous suis bien? Oui, Ok, ça ça va. marche bien. Bien, donc on va enchaîner avec la caractérisation chimique. Parce que le temps est en train de couper. Alors donc, la caractérisation chimique des eaux concerne l'identification et le probable devenir des ions majeurs dans l'océan. Ça, la caractérisation chimique. D'accord? Les éléments qu'on a vus là-bas, ce sont les éléments chimiques. Hein. Au niveau de la caractérisation physique, là, ce sont les éléments chimiques. Mais on les évalue par rapport à leur masse. La masse est un paramètre physique. D'accord? Donc, ces éléments-là, on les pèse dans l'eau, on les évalue par rapport à leur masse. Sinon, ce sont des éléments chimiques. OK? Maintenant, dans l'eau de mer, ou bien dans l'eau des océans, c'est la même chose. On a plusieurs éléments en dehors de ces éléments chimiques. Il y a l'eau elle-même, H2O, comme l'indique le tableau qu'on a. H2O, les citrates, les 6, la part dans la 6, dans les carbonates, et puis tous les ions qu'on a cités là-bas. Et là, c'est l'oxygène dissous. Et puis, comment on l'appelle? Carbone organique total et le carbone organique dissous. Et donc, voici les éléments chimiques qui se retrouvent dans l'eau. Donc, en dehors des éléments qu'on a cités là-bas, ici, on a l'eau elle-même, et puis, ici, le carbone organique total, carbone organique dissous. Donc, voici, on va étudier alors ceux-là. D'abord, on les caractérise, si on les mesure, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec le temps? C'est cela qu'on va voir. Okay.
Donc, origine de la composition chimique de l'eau. La composition chimique de l'eau résulte de sa capacité à absorber le CO2. C'est un facteur très important. Cette fonction océanique participe à la régulation de l'océan. Le fonctionnement des cycles carbone, azote, eau, sous l'effet de la température et la pression, détermine les états chimiques des océaniques dans le temps. D'accord? Voilà. Donc, c'est parce qu'il y a absorption du CO2 par l'océan qu'il y a chimie, qu'il y a le déroulement du processus chimique. S'il n'y avait pas d'absorption du CO2, on ne pourrait pas de processus chimique. On allait avoir que le H2O, tout simplement. Ou bien les éléments qu'on a, magnésium, tout ce qu'on dit, mais il n'y aurait rien eu d'autre. Or, là, on a le carbone organique total, le carbone organique. Donc, tout cela résulte des phénomènes chimiques. Alors, le cycle du carbone. On a dit, là-bas, il y a le cycle du carbone, de l'azote, et le cycle de l'eau elle-même. Ici, on a le cycle du carbone. Donc, le cycle élémentaire du carbone est un processus complexe, formé de deux cycles distincts. On a un cycle court. Le cycle géologique, il est lent et donc très long. Et on a un cycle biologique qui est un cycle court. C'est pas compliqué. Par exemple, un animal, ou oui, un animal, si je prends l'homme, l'homme vit en moyenne, on connaît un moustique, alors, une mouche, je crois, ça vit d'une semaine. Je crois. Alors, la mouche naît, en une semaine, elle meurt. Mais la mouche est constituée de carbone. Vous et moi, on est constitués de carbone. Donc, elle est formée à base de carbone, d'azote, tout ça. C'est une vie. Quand elle se promène, c'est une masse de carbone qui se promène. Et moi, tout le monde, les plantes et tout ça. Mais au bout d'une semaine, c'est fini. Cette vie-là s'est arrêtée. Donc, le carbone qui a été prélevé pour former la mouche et tout ça, au bout d'une semaine, ce carbone a retourné à la terre, voilà, au sol. Maintenant, une fois ce carbone rentre dans le sol va le minéraliser, le transformer tout doucement, et ça va prendre beaucoup de temps avant qu'il ne revienne en surface. En d'autres termes, si une mouche meurt aujourd'hui, combien de temps après qu'elle va revenir encore la vie? Ça, personne ne sait. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce que dit le texte, le cycle géologique est lent, très long, alors que le cycle biologique est court. Alors, le carbone est le constituant principal de tout vivant, comme je viens de dire. Il rejette et absorbe le CO, CO et du méthane. Le méthane et le CO, CO2, les deux de la Terre. Quand on parle de gaz à effet de serre, ce n'est pas seulement le CO2. Le CO2, le CO et le méthane. Ce sont ces deux gaz-là qui créent. Alors, le cycle du carbone dans l'environnement, voici la météorisation. Quand on dit météorisation, c'est lorsqu'il pleut, lorsqu'on a les pluies. Alors, la pluie va tomber sur les calcaires, sur les roches. Donc, la pluie, c'est l'eau, tombe dessus. En présence du CO2, il va avoir quoi? Dissolution. Donc, le carbonate de calcium va se dissoudre. Péré de carbone, carbone dissous. Et il va se former l'acide carbonique en lieu et place. Tout simplement. Donc, je vous explique l'équation. Après, vous allez la réécrire pour votre équation. Je vous explique tout simplement. Parce que ça veut dire, c'est une équation, mais c'est un processus naturel qui explique cette équation. Donc, voici le carbonate de calcium. La pluie va tomber dessus. Ça, c'est la roche. La pluie va tomber sur la roche. On a dit que l'océan absorbe le CO2. Donc, en présence de CO2, va avoir rupture à ce niveau. Donc, le Ca va être récupéré. Calcium. Maintenant, celui-là va venir se lier à ça. Il va se lier à ça. Donc, 2 fois HCO3. Tout ça se forme dissous, puisque c'est l'eau qui a fait tout ça. Donc, ça va devenir liquide qui contient du calcium et de l'acide. C'est
De la même façon, ça c'est le silice, ça c'est le sable. Hein? D'accord? Carbonate de silice, ça c'est le sable. De la même façon aussi, la pluie qui tombe sur le sable va décomposer le sable dans les mêmes conditions pour donner le carbone, l'acide carbonique plus le sable. Tout simplement. Donc, cette équation est expliquée. Alors, donc, en précipitation de solution, l'acide carbonique plus. Maintenant, ce qui va se passer, vous voyez cette équation, c'est elle qui est là. L'acide carbonique plus l'ion calcium. Alors, tous vont réagir. Les deux vont réagir. Quand ils arrivent à ça, ça n'est pas là. L'équation va continuer. C'est cette équation qui est là. Donc, les deux vont réagir, retourner au carbonate de calcium plus du CO2. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est de propos un processus inverse et ce projet qui donne point de départ. C'est tout. Ça se reconstitue, en fait. C'est un cycle. Voilà. Vous voyez que le cycle est bien bouclé. Tout simplement. Donc, c'est des équations, mais ça se comprend. Je vous ai expliqué, tout simplement. OK. Bien, donc on va parler des différentes formes du carbone. On n'a pas besoin de se casser la tête. Allez, lecture. Les différentes formes du carbone. Oui. Le carbone se présente sous 4 principales formes dans l'environnement. Le gaz, CO, CO2 et CH4. C'est le gaz à effet de serre. Effet de serre. C'est le carbone. Aqueux, CO2 dissous, H2O, CO3, HCO3- et CO3- Voilà. Le HCO3, on appelle acide carbonique carbonate. D'accord. Mais c'est plus ça que les bicarbonates de sodium. Non, pas de sodium. Bicarbonate c'est tout court. Si maintenant le moins qui est là, s'il y a un Na plus qui vient se mettre là, ça devient bicarbonate plus. Minéral, carbonate divers, organique, formule générique CH2O. Voilà. Le carbone organique, c'est tout ce qui a matière organique. Ça peut être un morceau de bois, d'autres peaux. Dans l'autre peau, il y a de l'azote dedans. Mais si on prend de façon stricto sensu la matière organique, c'est CH2 sans azote. Donc voici les 4 formes principales de l'azote. Et on retrouve ça dans les eaux. Parce que dans les eaux, on a des plantes, des animaux. On continue. Cycle du carbone et acidification des océans. L'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique par l'océan forme un composé acide. L'acide carbonique H2CO3 par réaction de l'eau avec le dioxyde de carbone. Donc, voici l'équation toute simple. CO2 plus H2O. Donc, acide carbonique. Tout simplement. Allons-y. Cet acide réagit avec l'eau de mer pour libérer un ion hydronium H+. Selon l'équation suivante, H2O CO3 plus H2O égale à HCO3- plus H3O+. Ça se comprend tout simplement. C'est comme le cycle qu'on a vu tout à l'heure. Le dioxyde de carbone est absorbé par l'eau. L'eau de mer va donner l'acide carbonique. L'acide carbonique, à son tour, va réagir avec la même eau. Pour lui céder, comprenez simplement, pour lui céder un de ses hydrogènes. Quand il lui cède, ici il y a 2 hydrogènes, il lui cède un hydrogène, ça va donner quoi? H3. Il va lui rester un seul. Le processus va continuer. Alors, ici, cette eau-là, elle est neutre. H2O, c'est un pH neutre. Mais ça, cette eau, elle est comment? Elle devient comment? Elle devient basique. Non, Acide. 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 Merci. On sait que le plus acide basique. Donc, elle devient acide. C'est l'acidification des océans que vous voyez là-dessus.
Et ça va continuer. Ça encore, ça va réagir avec l'eau pour céder son dernier hydrogène à l'eau. Et il va rester quoi? CO3, 2, CO3, 2. Et son H qui va le céder à l'eau. On est toujours H3. Donc, il est en train d'acidifier l'eau. Donc, quand on parle d'acidification des océans, c'est le processus qui est là. Vous avez vu? Question? Alors, ce que j'allais dire sur ce point, c'est comment étudier efficacement un processus comme l'acidification des océans, vu que le CO2 est continuellement produit et donc continuellement assimilé par l'océan. C'est là la difficulté de l'étude, puisque vous et moi, on produit du CO2 lors de la respiration, on produit du CO2 derrière, enfin, à travers nos maisons, quand on brûle du gaz pour faire la cuisine, nos véhicules produisent du CO2, les usines produisent du CO2, les forêts produisent du CO2. Tout ce CO2 va dans l'océan, dans l'eau de mer. Donc, c'est une absorption continue. Naturellement, on parle d'acidification par déséquilibre. Si donc le plancton qui est dans l'océan, le CO2 qui arrive a une capacité plus élevée que le plancton, il va avoir des équilibres. En d'autres termes, si on vous donne 100 grammes de riz que vous pouvez le manger, vous n'avez pas de problème. Mais si on vous donne 1 kilogramme de riz, vous allez manger ce que vous pouvez manger, vous allez laisser le reste. Et si ce riz-là n'est pas consommé, il va se décomposer, pourrir, et il va salir l'environnement. Vous voyez cette image-là comme ça. Donc, c'est parce que le CO2 qui vient maintenant dans l'océan est trop élevé et qui dépasse la capacité d'assimilation du phytoplancton. Donc, on va se retrouver dans cette équation où le CO2 va acidifier au fur et à mesure. Bon. Alors, bon, ça c'est de la littérature. D'accord? Alors, le cycle du carbone dans l'environnement, comme on l'a dit, le cycle du carbone, il est très long. Et il faut le lire quand même. Le cycle carbone dans l'environnement. Les réserves de carbone dans la lithosphère sont importantes. La météorisation et le gazage des roches calcaires et silicatées entraînent le transfert du carbone de la lithosphère à l'atmosphère. Les précipitations des carbonates retournent le carbone à la lithosphère via l'hydrosphère. Les équations de ces réactions sont ci-après. Ce sont les équations qu'on a vues là-bas. En réalité, quand on respire, on émet du CO2. Le CO2, c'est du carbone. Le CO2, c'est du gaz, comme on l'a vu. Il retourne dans l'atmosphère. Mais ce n'est rien d'autre que du carbone. Mais on respire ça parce qu'on a mangé de la nourriture. Donc, quand on a mangé de la nourriture qu'on respire, nos poumons, notre organisme va prélever un peu de carbone et dans l'atmosphère. Mais ce carbone, on l'a mangé dans la nourriture. La nourriture a été plantée sur le sol. Les plantes ont assimilé du carbone, de l'azote ici. Les plantes vont accumuler le carbone. Nous, on va consommer ce carbone. Quand on le consomme, on le rejette. Et lorsqu'il pleut, la pluie ramène ce carbone dans le sol. Vous voyez le cycle. Est-ce que le texte a essayé de nous expliquer? Donc, on ne va pas tout lire, ok? Allez, on va passer à la diapositive. Bien. Donc, c'est toujours la même littérature. On va parler maintenant en petit b du cycle de l'azote dans l'océan. Allons-y. Kofivi, lecture. Le cycle de l'azote dans l'océan. L'azote est le constituant principal des acides aminés, donc des protéines et de l'ADN.
Il est par ce fait un élément limitant pour la vie, tout comme le phosphore qui ne fait cependant pas partie intégrante de la plupart des protéines. Les sources de l'azote pour l'océan sont la fixation de l'azote atmosphérique, déposition atmosphérique, les apports de ruissellement continentaux et les remises en suspension des fronts océaniques. Les réservoirs sont en TG, N et TG, les exportations en N, A-1. En téragramme. Bien, donc, voilà, le schéma nous le dit. Le carbone a, pardon, l'azote. L'azote a une réserve atmosphérique. On a de l'azote dans l'air. Et lorsqu'il y a la pluie, il y a le tonnerre, il y a les éclairs vont oxyder. Qu'est-ce qu'il y a dit l'azote? L'azote est en N2. N2, c'est du diazote dans l'air. Et lorsqu'il va avoir l'éclair, sous l'effet du courant, l'azote va passer alors à la forme NH4+. Et avec les pluies, ce NH4+ va descendre au sol. Et c'est cette forme d'azote-là qui est la mieux assimilée par les plantes. Et c'est pourquoi c'est lorsqu'il pleut que les plantes se développent le mieux. D'accord? Voilà, l'azote qui est N2 va passer sous la forme NH4+, l'ammonium, et c'est l'ammonium qui est mieux assimilé par les plantes et le phytoplancton. Donc, lorsque la pluie fait tomber, paf, l'azote est assimilé. Non, mais c'est encore bien. C'est pas de manière chacun comme c'est pas l'eau, c'est le contenu qui fait le fait. Absolument. Exactement. D'accord? Donc, voici le cycle, de la même façon qu'on appelle le cycle du carbone. Ça, OK? Donc, les usines, nos véhicules, nos maisons, on produit l'azote, va dans l'atmosphère. OK? Bien. Donc, on va continuer. Oui. Concernant les plantes, Oui. l'eau de pluie. Et l'eau de pluie contient le NH4+. L'eau de pluie contient. Oui, l'eau. Ouais. Voilà. L'eau qui tourne, mais c'est l'eau de pluie. OK. Et ce qui tourne. Oui. Maintenant, il va souvent cette fragmentation, elle l'eau de cette eau-là. Avant que ça peut pousser les plantes, bon, c'est pas aussi. L'eau de robinet, de façon fondamentale, n'est pas une bonne eau pour l'agriculture. Parce qu'on traite cette eau avec de la javel. Et si on traite avec de la javel est nocive pour la vie elle-même. De façon fondamentale, du même, elle ne devait pas consommer l'eau de robinet. Oui, l'eau minérale, sinon les eaux de source. Les eaux de source, d'accord, pas l'eau de robinet. Parce que c'est traité avec des produits chimiques qui sont nocifs très souvent pour la santé humaine et aussi pour les plantes. Donc, lorsque vous êtes obligé d'utiliser l'eau de robinet, vous êtes obligé d'apporter des engrais à vos plantes. Si vous n'apportez pas d'engrais, les plantes ne vont pas se développer correctement. Si vous avez la chance, sinon elles vont bleuir la plupart du temps. Faites l'expérience et vous allez. Ça justifie l'utilisation des engrais de l'irrigation. Voilà. En Occident, les gens ils utilisent beaucoup l'irrigation. Vous allez voir qu'ils utilisent beaucoup d'engrais. Et s'ils ne le font pas, c'est pour les aussi. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, voilà, le texte est là. Ah, d'accord, donc on va.